Bonjour et bienvenue à Zoom Appalaches. Aujourd'hui, mon invité, c'est Vincent Blais, professeur de français au Cégep, mais mieux connu ici à la télévision parce qu'il est analyste politique. Salut Vincent, comment ça va? Quand on était collègues au Cégep, je n'aurais jamais pensé de faire une entrevue avec toi sur la politique. Beaucoup de choses à discuter. L'élection mi-session aux États, comme tous les 2 ans. Les républicains, au début, étaient majoritaires dans le Sénat ainsi que dans la Chambre des représentants. Mais après les élections, ça change un petit peu. Donc, je te laisse la parole. Oui, effectivement. C'était des élections qui étaient très attendues. On voyait qu'il y avait une mobilisation du côté des démocrates pour essayer de changer le portrait de la Chambre, parce que les gens doivent comprendre qu'aux États-Unis, il y a plusieurs paliers de gouvernement. Puis c'était la première fois qu'on voyait vraiment le pouvoir concentré entre les mains des républicains. Donald Trump, président républicain, la Chambre des représentants, le Sénat républicain, même une majorité de gouverneurs qui correspondent à ce qu'on dirait nous autres, premiers ministres de province, donc gouverneurs d'État, qui étaient à majorité républicain. Exact. Et avec les élections qu'on a eues, tout ça, ça pouvait changer. Parce qu'aux États-Unis, quand on fait des élections, on les fait, mais on les fait en grand. Donc, à part le président, on change presque toute la Chambre. Donc, on change toute la Chambre des représentants, le tiers du Sénat. Il y avait 36 gouverneurs aussi dont le siège était en jeu. Oui, en élection. Donc, effectivement, là, après toutes ces élections-là, on se retrouve avec maintenant une majorité de démocrates, mais pas très grande. Non. Le Sénat, ben là, c'est que les républicains ont augmenté leur majorité, mais de peu. Puis, bon, donc, il y a des changements, mais peut-être pas autant que ce que les gens pouvaient s'attendre, mais ça s'explique. Il y avait parlé d'une vague bleue, les démocrates, je ne dirais pas. Mais ils commencent parce que les votes, ils n'ont pas terminé de compter les votes. Donc, il y a quelques changements, mais les démocrates, ils n'ont pas fait un tsunami. C'est un petit vague. Mais ça s'explique parce que les gens doivent comprendre que, bon, comme je disais, la Chambre des représentants, OK, ça, c'est l'équivalent, disons, de notre Chambre des communes, pour donner un exemple, là, peut-être un peu boiteux, mais au fédéral. Quand il y a une élection, ces gens-là ont un mandat de 2 ans, puis c'est les 435 représentants qui vont en élection à tous les 2 ans. OK? Donc, il y a eu un changement là quand même assez important. OK? Il y a une majorité. Mais au niveau du Sénat, le Sénat, OK, c'est la Chambre haute. Il y a 100 sénateurs, mais seulement le tiers qui était en élection. OK? Pour être précis, il y en avait 35. Et les gens doivent comprendre que la majorité des sénateurs qui étaient là, il y en a 26 démocrates dont leur siège est en jeu. 26 sur 35. OK? Donc, eux, ils avaient plus à perdre à ce niveau-là que les 9 républicains qui étaient pour la plupart dans les États qui étaient acquis de longue date aux républicains, là, des châteaux forts, si on peut dire. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup changé. C'est pour ça aussi même que dans certains cas, c'est serré. Mais ça n'explique pas tout. On parlait tout à l'heure de recomptage. Présentement, le sénateur de la Floride, qui est démocrate, est en recomptage présentement parce qu'il aurait perdu par une marge infime. OK? C'est vraiment, là, c'est un demi d'1%. Et donc, on se rend compte que, oui, il y avait plus de sièges démocrates qui étaient en jeu, mais les démocrates ne sont pas mobilisés autant qu'on aurait souhaité. OK? Pour ça, c'est clair. Puis même, la preuve de ça, que les démocrates avaient de la difficulté à se mobiliser, bien, il y a Barack Obama qui s'est représenté, qui est allé faire campagne, parce qu'il faut comprendre, normalement, un ancien président, quand il prend sa retraite, après ses 2 mandats, il se garde un droit de réserve, OK? Vraiment, il n'intervient plus dans les affaires de l'État. Mais lui, en voyant que Trump mettait le paquet, oui. Non. That's enough. Enough is enough. C'est ça, exactement. C'est parce que quand, avec Obama, c'était vraiment un référendum sur ses politiques. Cette fois-ci, il semble être un référendum plus sur Trump. Oui. Effectivement. Et puis ça explique aussi pourquoi est-ce que les résultats pour les démocrates ne sont pas aussi forts. C'est parce que, comprenez que les gens qui sont républicains et qui aiment Trump, pour eux, c'est leur homme, et ils veulent aller voter. Oui. Et ceux qui ne veulent pas de Trump, ben, tout ce qu'ils ont à gagner, c'est de voir Trump affaibli. Parce que Trump, là,
aux dernières élections, la semaine dernière, son siège n'était pas en jeu. C'était pas une élection contre lui. Il ne risquait pas de perdre la présidence. Non, non, non. Mais on voulait juste l'affaiblir. Donc là, les gens n'avaient rien à gagner en retour. C'est simplement pour le plaisir, la satisfaction de dire qu'ils avaient donné plus de pouvoir aux démocrates. Mais c'est pas une grosse motivation. Donc, il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne vont pas voter parce qu'ils disent « Oui, bon, ça ne changera rien, donc j'y vais pas. Okay. » Donc, ça explique pourquoi aussi la participation n'a pas été aussi forte. Mais je pense qu'il y avait, ça a augmenté quand même dans le nombre de personnes qui ont voté cette fois-ci. C'était plus haut que généralement, je pense. Effectivement. Il y a eu, bon, comme ici au Canada, il y a des élections par anticipation. Les gens peuvent voter par anticipation. Dans certains États, le taux de participation par anticipation, donc avant l'élection, était plus élevé que le taux qu'il y avait eu aux dernières élections générales. Donc, il y avait plus de gens qui avaient voté par anticipation que dans l'ensemble de l'élection 2 ans plus tôt. OK? Ça, vraiment, c'était frappant. OK? Donc, ça, c'est vrai, oui, qu'il y a eu, dans certains cas, il y a eu de la mobilisation quand même plus importante. Ça, c'est net. J'ai remarqué qu'il y avait quelques-uns qui étaient en élection qui ne voulaient pas que Trump vienne donner un coup de main. Trump, la semaine passée ou avant, il disait que c'était grâce à lui que les républicains gagnaient. S'il y a un républicain qui n'a pas rentré au pouvoir, il a dit, mais c'est parce qu'il ne voulait rien savoir de moi. Donc, c'était tout, comme d'habitude, le spotlight était toujours sur lui. Il ramène toujours ça à lui. C'est clair que lui, dans sa façon de présenter les choses, puis c'est sûr que c'est politiquement c'est bon pour lui. Donc, il dit, regardez tout le monde, regardez, c'est parce que je suis là qu'on est au pouvoir, c'est pour ça que tout fonctionne, OK? Regardez ce que j'ai fait pour qu'on évite la débâcle, qu'on évite de perdre nos élections. Regardez, j'ai sauvé la mise. Donc, oui, ça fait partie du personnage. Mais si tu peux retourner puis expliquer un peu les différents référendums, qu'est-ce qui était... parce que c'est pas juste la personne, il y a bien sûr d'autres choses aux États quand ils votent pour plusieurs points. Oui, bien, effectivement. Nous, quand on va voter, que ce soit provincial ou fédéral, on a un petit bulletin de vote qui est après grand comme ça, on plie en 4 et voilà, c'est réglé. OK? Puis quand des fois, on a 6 ou 7 candidats pour un poste, il y en a donc, donc on est un peu surpris. Aux États-Unis, là, le bulletin de vote, là, il est grand comme ma feuille, des fois même plus, parce que les gens, en même temps, c'est un peu comme si nous, on votait la même journée aux élections fédérales, provinciales, si on votait aussi pour les maires, on vote aussi pour d'autres postes, certains cas, c'est des procureurs généraux, des trucs comme ça, conseillers, et il y a aussi des référendums. Donc, les gens, ils votent pour énormément de choses. Et les référendums, les sujets abordés varient d'un État à l'autre. Donc, il y a 50 États aux États-Unis, puis certains États avaient des fois plus qu'un référendum. Puis vous allez voir qu'il y a certains enjeux qui sont semblables aux nôtres, entre autres la légalisation de l'usage du cannabis, mais pour des fins médicales. OK? Même dans certains cas, comme le Michigan, c'est aussi pour usage récréatif. Aux États-Unis, c'est un débat qui fait encore rage. L'accès à l'avortement, dans certains États, c'était pour réduire l'accès à l'avortement. Alabama, puis la Virginie-Occidentale, qui sont des États plus conservateurs. Aussi le rétablissement du droit de vote des condamnés, OK? Parce qu'aux États-Unis, dans plusieurs États, les condamnés perdent leur droit de vote, OK? Oui. Donc, ils peuvent seulement, en Floride, entre autres, ils pouvaient le récupérer s'ils avaient complété leur peine, purger leur peine en entier, ou s'ils étaient en libération conditionnelle. Donc, il y a eu un référendum là-dessus aussi. Ça touchait quand même 1,5 million de personnes qui étaient privées. Exact. Ça peut faire une énorme différence. Beaucoup. Même en Georgie, où présentement, il y a un recomptage au niveau du poste de gouverneur. Celui qui était pour les républicains, c'est lui qui décidait qui avait le droit de voter. Donc ça, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Mais bref, ça faisait en sorte... Oui, c'est ça. Et, la hausse du salaire minimum dans certains États, puis des fois, des référendums un peu plus spéciaux, donc l'interdiction des courses de chiens, entre autres en Floride, parce que je pense que dans les stades où ça a lieu, il y a 12 des 20 stades aux États-Unis qui se trouvent des cynodromes, qu'il faudrait que je dise exactement. Ces stades-là se trouvent en Floride. Donc, c'est un sport qui est très populaire, mais ils vont l'interdire en 2020. Puis dans des cas plus religieux, l'affichage des 10 commandements dans les bâtiments publics, dans les écoles, entre autres en Alabama. Ça, c'est, comme je disais, c'est un État plus conservateur, plus ancré dans les valeurs chrétiennes. Donc, c'est, entre autres, là,
ça donne une idée. Donc, ce n'est pas juste des élections de candidats, mais aussi des enjeux de société importants. Il parlait des fois de redécoupage électoral. Peux-tu expliquer un peu? Parce que ça, même moi, je ne comprends pas. Ce qui se passe, c'est que nous, quand vient le temps de préparer une élection, on a le directeur des élections qui détermine comment on va redéfinir les frontières pour qu'il y ait un nombre d'électeurs égal, plus ou moins égal, dans les différents comtés, okay? Pour éviter qu'on ait des comtés qui soient surpeuplés, puis d'autres qui y ait presque personne. Okay? Bon, sauf qu'aux États-Unis, oui, il y a des commissions comme ça qui le font, mais dans certains cas aussi, c'est des commissions qui sont partisanes. Ce qui fait qu'on assiste à ce qu'on appelle du gerrymandering. Ça veut dire quoi ça? Ça vient d'un monsieur qui s'appelait Eldridge Gerry, qui était un ancien gouverneur du Massachusetts au début du 19e siècle, et du mot anglais salamander. Donc, gerrymandering, parce que quand il redécoupait, salamander, salamandre, quand il redécoupait les frontières de son district, ça ressemblait à une salamandre. OK? Donc, quand on regarde des fois dans certains cas, s'il y en a qui ont regardé un peu ce qui se passait, par exemple, dans le district numéro 3 du Maryland, on voit vraiment là, que c'est complètement éparpillé. Là. Il y a vraiment là, des grands corridors. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se promène comme ça à travers la carte électorale? Bien, c'est parce qu'on veut regrouper des secteurs où les gens votent en majorité pour nous. Donc, on sait par les pointages, tout ça, où se trouve la majorité des républicains et des démocrates. Donc, on fait ça pour s'avantager ou encore pour bloquer. Des fois, on sait que dans certains coins, il y a beaucoup de démocrates. Bon, on les divise en 2-3 districts pour que leur voix soit complètement éloignée. Oui, OK. C'est pour ça que même si les représentants ils sont élus aux 2 ans, il y en a qui sont là depuis 40 ans parce qu'ils sont dans des districts qui les avantagent tellement qu'ils n'ont aucune chance de... Ils n'ont aucun risque, si vous voulez, de perdre leurs élections parce que c'est déjà organisé à leur avantage. C'est bien. Cette année, il y a un nombre record de femmes. Bien, la diversité. On dirait que les gens qui ont été élus est extraordinaire. J'ai vu aujourd'hui toute la photo. Et là, tu as les femmes, tu as les minorités visibles de toutes sortes. Peux-tu parler un peu? Bien, effectivement, c'est que Trump, il polarise beaucoup l'électorat, OK? Ceux qui sont contre lui sont vraiment contre lui, OK? Ça divise énormément la société. Ce qui fait qu'il y a des groupes qui ont décidé qu'ils voulaient se faire entendre, entre autres les femmes. Donc, pour la première fois, là, on dépasse les 100 élus à la Chambre des représentants, là, 100 sur 435. Donc, c'est plus que... C'est un record, OK? C'est un peu plus que 100 parce qu'il y a des recomptages, là, mais on a plus qu'une centaine de femmes. Donc, ça, c'est nouveau. Au Sénat aussi, il y a beaucoup de femmes, 23 élus également sur 100, donc presque le quart. Puis aussi, ce qui est nouveau quand on parle des minorités, tout ça, bien, entre autres, on a les 2 premières femmes musulmanes qui sont élues. Il y en a une qui est du Michigan, l'autre est du Minnesota. On a aussi des femmes d'origine amérindienne, autochtone. OK? Ça ne s'était pas vu souvent. Donc, puis là-dedans, il y en a une, entre autres, qui est ouvertement lesbienne. Et il faut comprendre qu'elle se présente dans le Kansas, qui est un État très conservateur. C'est encore un changement important. Un autre exemple que les gens peut-être n'ont pas saisi, mais dans la banlieue nord de New York, il y a une femme d'origine latino qui s'est présentée sous l'étiquette socialiste. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aux États-Unis, quand vous êtes tant soit peu progressiste, bien, les conservateurs, souvent, vous traitez de liberals, OK? Oui. Et considérés comme quelque chose de... Nous, c'est positif pour eux, c'est négatif. Donc, c'est vu presque comme socialiste. Puis socialiste, c'est associé à communiste. Communiste, okay? Donc, tu es vraiment là, tu sais, tu es l'ennemi, entre guillemets, tu es l'ennemi du peuple. Mais elle, au contraire, pour la première fois, elle s'est affichée comme socialiste, vraiment, même pas liberals, mais une coche au-dessus, si on peut dire. Puis, elle a gagné son pari, elle a été élue. Donc, ça démontre là, vraiment un changement important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à part ça? Aussi, entre autres, au Massachusetts, la première élue démocrate, première femme noire à représenter l'État du Massachusetts au Congrès. Ça aussi, c'est nouveau pour cet État-là. Ou encore Jared Polis, qui a été élu gouverneur du Colorado. Premier gouverneur
s'être déclaré à avoir révélé son homosexualité Oui. avant l'élection. Parce que c'est arrivé parfois qu'après l'élection, qu'un ou deux... On apprend des choses. Oui, c'est ça, que bon, le gouverneur est homosexuel. Bon. Mais là, c'est la première fois qu'il l'a dit ouvertement. Les gens ont voté en toute connaissance de cause et l'ont élu. Moi, j'ai entendu un échange avec une Lauren Underwood. Elle est une démocrate élue à Indiana. C'était une des choses que les gens parlaient beaucoup, c'était conditions préexistantes. Oui. Et tout ça. Puis elle, c'est parce que la personne qui était là, il n'a pas fait tout ce qu'il avait promis. Puis elle a décidé de mettre son nom comme candidat. Elle a gagné parce qu'elle avait justement une condition préexistante. C'était son cœur. Est-ce que tu es capable d'expliquer un peu c'était quoi? Parce qu'ils ont parlé souvent. Oui. Bien, aux États-Unis, ça va nous amener peut-être à parler du fameux Obamacare. OK? Obamacare, oui. Parce qu'il faut comprendre que le prédécesseur de Trump, Barack Obama, que tout le monde connaît, avait mis en place un système de santé qui voulait le plus universel possible. Parce qu'aux États-Unis, les assurances, OK, le système de santé, c'est une question d'assurance privée. Les gens, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui en ont les moyens, doivent se prendre des assurances pour couvrir leurs frais médicaux. Parce qu'à l'hôpital, on paye, sauf si on est retraité ou si on a un niveau de vie, bon, on est considéré comme sous le seuil de la pauvreté, mais autrement, tu payes de ta poche. Donc, des gens peuvent faire faillite parce que s'ils n'ont pas d'assurance ou si l'assurance refuse de payer leurs frais pour des conditions préexistantes. Donc, ils se rendent compte que, il semble que vous n'avez pas déclaré tel problème, donc on ne vous couvre pas. Et là où ça nous amène avec Trump, c'est que Trump avait décidé qu'il mettait la hache dans cette politique-là parce que les gens de sa base, les gens républicains purs et durs, là, pas les modérés, mais vraiment là, ceux qui faisaient partie du Tea Party, entre autres, ces gens-là, vraiment, ils voulaient que ça disparaisse. Pour eux autres, il faut que les gens comprennent que c'était considéré comme une intrusion de l'État. C'est comme si l'État leur imposait un système et ça ne passait pas pour eux. Okay? Eux, vraiment, ils s'arrangent par eux-mêmes. Ils ne veulent pas que l'État subvienne à leurs besoins. Ils le payent par eux-mêmes. Donc, ils voulaient vraiment mettre un terme à cette politique-là. Là, maintenant que la Chambre des représentants est revenue à majorité démocrate, ça va au moins préserver ce qui reste de l'Obamacare. Parce qu'ils ont essayé vraiment de couper le supprimer au complet, mais ils n'ont pas pu. Ça n'a pas fonctionné. C'est la House qui est maintenant majoritaire démocrate et le Sénat, c'est républicain. Penses-tu qu'ils vont être capables de faire de quoi? Ou est-ce que ça va être, comme en anglais, un stalemate? Puis, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent travailler sur les deux côtés pour faire des choses, mais je pense que c'est en réalité que ça va être un succès. Et ça, c'est la question. Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, au départ, avant ces élections-là, Trump était républicain avec les deux chambres majoritaires républicaines. Ça aurait dû fonctionner. Et pourtant, non. Ça a bloqué beaucoup. Parce que des fois, même les républicains trouvaient qu'elle allait trop loin. Donc, c'est clair qu'il n'y aura pas de lune de miel. Ça, c'est clair que non. Non. Okay? Donc, oui, ils vont devoir travailler ensemble, mais il risque d'avoir des blocages. Donc, par exemple, Trump qui parlait de son mur, qui voulait construire au Mexique, oubliez ça, c'est sûr qu'il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Il le fera jamais. Même les républicains, il y en a qui ne voulaient pas payer. Écoute, ça va être une fortune. Ensuite, certains aussi posent la question, est-ce qu'il va y avoir des procédures d'impeachment, c'est-à-dire la destitution de Trump? Oui. Okay? Est-ce qu'on va tenter de lui faire perdre son poste? Pour l'instant, il n'y en est pas question. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée, là. Non, parce que si les gens se rappellent, si les gens suivent un peu la politique américaine, du temps de Clinton, c'était les républicains qui avaient essayé de faire ça, mais ça leur avait coûté énormément de points aux élections. C'est parce que les gens s'étaient dit, ils s'acharnent, vraiment, ils veulent absolument avoir sa peau. Donc, ce ne serait pas un bon calcul. Et aussi, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à discuter que ça, je pense, sur les planches. Bien, effectivement, c'est que là, on a l'impression qu'au niveau de la société américaine, là, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que ça n'avance pas. Okay? On s'entend sur rien, il n'y a plus de compromis. C'est ça, vraiment, quand je parle de société polarisée, c'est qu'on est chacun de son côté, puis on ne veut pas vraiment se parler. Donc, il y en a qui disent que oui, qui vont tendre la main, puis qu'on va essayer de s'entendre. Mais, je donne un exemple. Vous savez que présentement, il y a toute une enquête qui se fait sur l'influence russe pendant les élections présidentielles. Oui. Ça touche directement M. Trump, sa famille, les proches. Comprenez que là, c'est sûr que s'il y a d'autres révélations qui disent que Trump a vraiment là, magouillé avec les Russes, il
faut s'attendre à ce que la guerre reprenne, là, qu'il y ait vraiment des tensions. Moi, personnellement, je n'ai pas grand attente de cette Chambre-là. Là. Pour les 2 prochaines années, là, puis même à l'avenir, là, on va en reparler, mais même pour la présidentielle 2020, là, ceux qui pensent que Trump, là, ça va juste durer 4 ans, là, je ne sais pas. C'est parce que sa base est tellement forte. Moi, ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est le fait que les gens voulaient un changement, ça c'est sûr. Donc, ils sont allés, et présentement, ils voient que, mon Dieu, ça ne marche pas. Mais il y a peu de personnes qui parlent, qui sont bien placées pour parler. Il semble, on est au pouvoir, donc on va continuer à supporter, même s'ils trouvent qu'il fait des, excuse les conneries, les stupidités. J'ai vu que l'époux de Kellyanne Conway, George Conway, lui est avocat. Qui est très proche de quelqu'un, c'est sa conseillère, première conseillère, Kellyanne Conway. Oui. Puis lui, il veut organiser un groupe pour essayer de tasser pour avoir plus d'équilibre, que les gens parlent plus pour dire... mais en tout cas, je ne sais pas si... On n'a jamais vu à Washington, à la Maison-Blanche, autant de problèmes, de temps à mener, à nommer des gens à différents postes, parce que le président devait nommer des milliers de nominations qui ne se font pas, parce que pour toutes sortes de raisons. Il y a un état de panique des fois à la Maison-Blanche, ça ne se parle pas. Il y a du coulage, il y a beaucoup de coulage d'informations. Puis, mais malgré tout, là, quand on dit ça va prendre, les gens veulent du changement, une autre raison pour laquelle probablement que les démocrates n'ont pas réussi à marquer autant de points qu'ils auraient souhaité pendant l'élection qu'on vient de passer, c'est que il n'y a pas de vrai leadership. Comme je dis, Barack Obama est embarqué dans la mêlée pour dire on va essayer de donner une direction à cette campagne-là, OK? Mais déjà, là, les États-Unis, c'est une nation qui est toujours en élection. Donc déjà, il y en a qui pensent aux élections de 2020, qui font des élections présidentielles. Il y a, je crois, je me rappelle bien, peut-être 17 personnes qui pourraient être intéressées. Mais là, ça ne fait pas un leader pour l'instant. Je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a 2 jours, ils ont dit que peut-être Hillary, s'il n'y a personne qui arrive vraiment en tête, qu'elle était prête à essayer pour le troisième fois. Mais exactement, tu as vu un peu ma réaction, mais je veux dire, à un moment donné, on a l'impression de recycler les mêmes politiciens comme s'il y avait juste 3 politiciens à la grandeur des États-Unis qui pouvaient faire le travail. Ou un Clinton, ou un Bush, ou un Trump, OK? Mais non, c'est ça. C'est un problème énorme. Vraiment, c'est que les démocrates sont beaucoup plus divisés que les républicains. Les républicains s'entendent beaucoup. Leur base, puis aussi leurs idées qui font en sorte qu'ils se tiennent ensemble, sont beaucoup plus larges. Ça fait beaucoup plus consensus que les démocrates qui sont plus divisés parce qu'il y a des gens qui sont plus très progressistes, qui défendent les droits des minorités. D'autres sont plus conservateurs, mais veulent un État plus progressiste, plus ouvert. Là-dessus, c'est pour ça que ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont voté pour Trump cette année, ils vont voter encore pour lui en 2020. À moins qu'on serait capable de faire la preuve hors de tout doute que Trump, par exemple, a trahi la nation américaine en étant de mèche avec les Russes, quelque chose vraiment c'est inacceptable. C'est comme ça, peut-être, mais même à ça, OK? Il y a des gens qui avaient dit à l'élection de 2016 qu'ils ne gagneraient jamais après le scandale où ils disaient que la meilleure façon de séduire une femme, c'était de l'attraper par la chatte. Hein? Donc, on s'entend à dire quelque chose comme ça, en plus dans une société conservatrice. Mais une des raisons que les femmes, je pense qu'ils ont eu un succès, ils ont été élus en plus grand nombre. En tout cas, je crois que c'est une des raisons que les femmes sont plus impliquées, mais il est encore très fort. Moi, je retournerai juste un peu. Il y avait le siège pour le gouverneur, tu avais parlé à un moment donné, en Georgie, que je ne pense pas qu'elle va gagner, c'est Stacey Abrams, mais elle, j'aurais aimé voir qu'elle prend la place, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire comme femme quand on l'écoute parler, puis tout, mais ça n'a pas eu... Mais ça revient un peu, quand je dis que les politiciens peuvent décider par eux-mêmes comment ils vont faire leur carte électorale, qui va être éligible ou non, parce que c'est ça qui se passe en Géorgie. On en a parlé rapidement, mais la pauvre Stacey Abrams se présente contre le républicain qui était en charge du déroulement des élections. Et c'est lui qui a dit, pour ce qui est des prisonniers, ils n'auront pas le droit de voter.
Et la réalité aux États-Unis, c'est que la majorité, une forte proportion de prisonniers, c'est des Afro-Américains. Puis les autres, c'est souvent des Latinos. Les Afro-Américains et les Latinos sont surreprésentés dans le milieu carcéral par rapport à leur vrai poids politique démographique. Donc, ces gens-là, ils votent d'habitude démocrate. Donc, ils savaient très bien qu'en les empêchant de voter, ils se donnaient une chance pour gagner son élection. OK? Puis c'est ça qui arrive fréquemment, là. Puis des déclarations comme Trump qui dit justement, n'importe qui peut voter, on trouve des boîtes de vote, des boîtes de scrutin, puis voilà. Oui. Tu sais, c'est pour ça qu'ils gagnent, parce qu'ils vont nous dénicher des boîtes de vote, comme on dirait. D'autres, ils vont pacter des urnes, ce qu'on dirait en québécois. Tu sais, ils s'amusent à mettre des votes dans les urnes pour gagner. C'est juste de déclarer quelque chose comme ça, là, c'est complètement, là, irresponsable. Tu discrédites complètement ton système. Tu dis finalement que ton système est pourri. Alors que moi, ce que je peux vous dire pour l'avoir étudié, quand je comprends les Américains qui vénèrent les pères fondateurs, ceux qui ont créé les États-Unis là, au lendemain de l'indépendance en 1776, ces gens-là, c'est des visionnaires. Ils ont mis un système où il y avait un contrepoids dans les pouvoirs politiques. Mais ce qu'on en fait maintenant, là, ce système-là qui était vraiment presque parfait, on en fait n'importe quoi maintenant. Là. Tout le monde tire la couverte de son bord. Merci beaucoup, Vincent. Le temps c'est terminé. Merci à vous, les auditeurs. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis on va dire à la prochaine émission. Bonsoir.